Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver comme chaque mardi à partir de la station régionale de Constantine pour un beau jour d'Algérie qui va s'intéresser en premier lieu d'abord aux technologies de l'information, mais c'est surtout les clubs scientifiques qui sont réunis à l'Institut d'informatique et des technologies de l'information de l'université Abdelhamid Mehri de Constantine 2. Et nous aurons deux invités qui viendront sur l'événement qui a regroupé quelques clubs scientifiques de l'Est du pays. Ensuite, nous parlerons de... Alors, on parlera de littérature enfin avec Amina Ben Ali, mais avant, nous ferons un petit tour sur un séminaire, une rencontre pour évaluer l'oncologie, surtout après 2 mois de sensibilisation, octobre rose, novembre bleu, et professeur Jema et docteur Ahlam viendront nous parler de cet événement qui a regroupé quelques oncologues et quelques radiothérapeutes ici à Constantine la semaine passée. C'est à peu près le programme de ce Bonjour d'Algérie qui va commencer comme à son habitude par une petite balade aérienne sur la ville de Constantine et avec la voix du maestro Allah yarhamou Mohamed Al-Fergani. حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير أقدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وأنا دخلت أنا عقب الظلامي وديك الساعة عانت له الخبر قال أنا لرضاك طايع اختار اللي البني بدنامي وسارنا ليها سنة بغي الشفار هي توعد كل جامع ودخلنا في رنيم طلامي وفي عدة 20 أو كثار خبرتهم غيض المسامع قمصت ايش في فرافع الله يا سود الريامي Voilà, une très belle balade comme à l'habitude et puis ça nous permet toujours de revoir Constantine avec des angles et des prises de vue extraordinairement belles. Alors, on va parler de technologie de l'information et de la communication et un événement qui s'est déroulé, qui se déroule jusqu'à la fin de semaine actuellement à l'université Abdelhamid Mehri de Constantine. J'ai le plaisir de recevoir deux invités. D'abord Yousfi Islam Mehdi, voilà c'est le nom complet. Vous êtes l'organisateur de l'événement. Marhaba bik, merci d'avoir répondu à l'invitation. Bonjour. Voilà. Et à vos côtés, alors un des conférenciers, mais surtout un des anciens étudiants de cet institut des technologies de l'information et de la communication, Imad Bakouch, marhaba bik. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Alors, d'abord, avant de... Juste un mot sur l'événement. D'abord, c'est quoi exactement regrouper les clubs scientifiques à l'université pour 2 jours, 3 jours de rencontres. Voilà. Oui, donc avant de commencer, je dis bonjour aux téléspectateurs. Merci pour l'invitation, merci pour votre assistance et couverture médiatique.
c'est le regroupement des clubs scientifiques spécialité informatique. C'est la deuxième édition. Organisée, ça entre toujours dans le cadre du programme tracé par la direction de la vie estudiantine au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Très bien. C'est la deuxième édition. La première édition, c'était à l'université de Sétif 1. Je salue mon collègue Sofiane. Et on donc- était là-bas à la première édition. Ah on, bon. on avait couvert l'événement aussi. Voilà. Ben, c'est bien. Dans ce regroupement, on fait appel aux clubs scientifiques à l'échelle nationale qui étudient l'informatique et qui sont leaders en outils d'informatique, toute spécialité, toute branche, tout domaine. Et on les invite pour assister à un ensemble de conférences, workshops et des compétitions comme le hackathon qui dure 24 heures consécutives. Alhamdoulilah, cette année, c'est l'université Constantine II et, euh, et le 12, je crois, la c'est direction des des œuvres œuvres sociales. universitaires, c'est les deux établissements qui ont organisé cet événement. Et avec l'assistance de plus de 14 clubs scientifiques à l'échelle nationale, un peu partout, Oui, c'est vrai qu'ils sont venus. de Skikda, de Tamarlaset, de Dadrar, de Biskra, de Rilizan, de Saïda, de Constantine, c'est un peu partout à l'échelle nationale. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de workshops. Ça, on le verra dans le reportage, Ok. pour ce qui est du Ok. public, Ok. le monde. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens. Et Ahmed, ça vous fait quoi de retrouver l'université qui vous a vu grandir? C'était un grand plaisir, surtout de présenter en fait mon thème de recherche et tout mon travail à mes anciens professeurs et voir leur réaction, leur fierté et tout. C'était génial. Bref, ouais, absolument. C'est quand même un moment d'émotion que Oui, de retrouver là où on a. absolument. Et puis, vous étiez aussi, vous faisiez partie d'un club scientifique à l'époque. Oui, c'est exact. Oui, oui, on a fait un club scientifique avec Islam avant, et le but, c'était vraiment de inciter les étudiants à apprendre la programmation, donc tout ce qui est structure de données, les fonctions, comment bien travailler en fait votre code. Et malheureusement, a dû arrêter pour continuer en fait. Pour continuer les études, oui. Exactement. Bien sûr. Heureusement, pas malheureusement, Oui. parce que sinon ce serait privé d'une lumière comme vous. Merci beaucoup. Voilà. Alors, juste, on va voir le reportage qu'on a effectué hier. Nazim Agoun et moi-même, on était présents à cet événement. Et bon, il faut dire qu'il y avait beaucoup de monde. Petit reportage et nous allons revenir pour, bien sûr, débattre encore plus de ce qui s'est passé durant cet événement. Des clubs scientifiques dans sa deuxième édition. L'année passée, il a été accueilli par l'université de Stif. Aujourd'hui, il est accueilli par l'université Constantine II Abdelhamid Mehri, bien sûr avec la coordination de la faculté de nouvelles technologies, de l'information et de la communication, des conférenciers qui nous sont honorés par leur présence, qui nous sont venus de certaines universités de renommée, ainsi que certains intervenants, conférenciers de notre université. Ce programme va contenir également des workshops, des compétitions, ainsi que le salon d'informatique qui va débuter demain le 2 décembre jusqu'au 3 décembre. Je suis ravi d'être invité par l'université Constantine II, par laquelle je vais donner une conférence, parce qu'il y a deux technologies qui se parlent, et parfois mal, c'est l'intelligence artificielle et la blockchain. La thématique, le unwan, c'est est-ce qu'ils sont complémentaires ou concurrents? C'est ça la thématique de cette conférence. Au profit des étudiants, master, des doctorants, des personnes, des professeurs. Donc il y aura une conférence graduelle et j'espère qu'elle va plaire à tout le monde et d'autant plus, voilà. نادي انوفيشن كرو هو نادي علمي تاسس في 2017 كان خاص بالايكونومي من بعد من وراها ولا كامل تاع لي ديبارتمون يقدروا يدخلوا معنا
حنا نديروا دورات اوليو الطالب يدير دوره باطل بالدراهم برا، حنا نديروهم باطل، يا تكون الدوره هذه حضوريه ولا اونلاين. حنا ندعموا المؤسسات الناشئه ونديروا كاين في اخر العام كاين حدث اسمه انوفا اكسبو اللي هو نجيبوا فيه المؤسسات الناشئه من مختلف الولايات. النادي تاعنا هو نادي طلابي علمي، نخدموا دي ورك شوب، دي كونفيرونس، دي كومبيتيسيون. عندنا دي ديبارتمنت، عندنا روبوتيك، عندنا ديزاين، عندنا ويب ديفلوبمنت، اب موبيل. عندنا كيما هذا العام كل عام نديروها، عندنا مسابقه يسموها دي سي بي سي، تخص بروبلم سولفين، دي كود وحنا نحلوهم في بلاتفورم يسموها كود فورسز. Le club scientifique تاعنا TechWays, il fait partie de l'École nationale de la biotechnologie ici à Constantine. حنايا نسيو نانتيغريو le domaine تاع la tech في الدومين تاع la biologie. كيما سي لوبجيكتيف تاع ليكول، وهنايا شغل حنايا اوني بلو ديفيي فيغ الدومين تاع لا تك باش نسيو نرونفورسيو لي سكيلز تاع لي زيتيديون تاعنا في الدومين تاع لا تك. اون طونك رانا ثاني سفراء تاع شركه صينيه هنايا، رانا نعرفوا بالمشاريع تاعها اللي راهي توفرهم للطلبه عن طريقنا. ثاني هنايا في لو ستون تاعنا رانا قاعدين نقدموا في المشاريع اللي قاموا بها الطلبه تاع النادي تاعنا اللي راهي مشتركه بين المجال العلمي التكنولوجي والمجال تاع J'ai beaucoup aimé l'ambiance sereine et sérieuse. On sent le sérieux, ou on sent que c'est des étudiants studieux. Oui. Ça, c'est ce qu'on ressent. Je ne sais pas si... Mais en tout cas, alors, voilà. Bon, avec ces images, on comprend mieux que l'événement... Bon, il y avait beaucoup de gens, les clubs scientifiques, bon, on n'a pas pu faire parler tout le monde, mais on a vu quand même, c'est des échantillons. C'était ça à peu près l'objectif, c'était de réunir ces gens. Oui. Oui. L'objectif des clubs scientifiques, c'est quoi exactement? C'est rendre l'étudiant rentable, pas uniquement dans le domaine pédagogique, mais aussi pour la vie étudiantine, le domaine scientifique, culturel, sportif plutôt. C'est comment faire sortir les capacités, le potentiel des étudiants, le vrai potentiel des étudiants. Et ça passe par les clubs scientifiques, bien sûr. Par exemple, au sein de l'Université Constantine II, on a plus de 17 clubs scientifiques cette année, pour l'année universitaire 2025-2026. L'année passée, la saison passée, on avait 15 clubs scientifiques, différentes idées, différentes branches. Il y a pas mal d'événements programmés pour cette année. Il y a pas mal de colloques, il y a pas mal de regroupements des clubs. Ce que j'ai aimé, c'est que tous disaient, à la fin de l'année, on fait un concours, on fait une rencontre, on évalue. Donc c'est qu'il y a un souci, je sais pas, il y a un souci de chercher le leader, chercher les meilleurs. Oui, pratiquement, c'est chaque 3 mois. Pas uniquement chaque année. Déjà que si ça se fait une fois par an, c'est déjà pas mal. Mais alors si c'est plusieurs fois, c'est encore mieux. Maintenant, la loi dit que chaque trimestre, il faut avoir un bilan bien détaillé des clubs scientifiques. Et doit être présenté au ministère de la Recherche scientifique, de l'enseignement supérieur. Donc, comme je l'avais dit, au sein de l'Université Constantine II, il y a pas mal d'étudiants qui s'intéressent à ça. Et c'est bien. Oui. Alors, est-ce que c'est facile d'organiser un événement comme ça ou c'est très difficile? Sur le plan logistique, ça doit être sur le plan logistique, c'est un peu difficile. C'est pas facile de gérer une situation, surtout qu'on travaille la nuit, le matin. C'est comment assurer l'hébergement, la restauration dans les meilleures conditions. Mais il y a de l'aide de partout.
C'est vrai qu'ils étaient c'est- tous satisfaits. Oui, moi, oui, c'est ce que j'ai- c'est le point très important aussi. Il y a de l'aide de partout. Par exemple, la commission scientifique que je salue, Monsieur Bouramoun, Monsieur Oui, Chaker, Ramzi, Monsieur Sandli. Il y a de l'aide de partout et ils nous aident toujours. La direction des œuvres universitaires, le recteur, le SG, tout le monde est là, présent pour aider la vie estudiantine à avoir une meilleure présentation. Visibilité, Et voilà. visibilité. Non, mais ce qui est bien, il faut saluer Bouramoul Ramzi, hein, parce Oui, qu'il était oui. derrière, il a tellement insisté Oui, pour qu'on vienne. oui, oui. Et tout, il faut le saluer, parce Oui, que c'est oui. quelqu'un qui a... Et aussi, sans oublier aussi les clubs scientifiques, surtout pour citer exactement, c'est le club scientifique Start Coding. Il a beaucoup aidé, le club scientifique aussi Innovation Crew. Il a beaucoup aidé cet événement pour avoir la lumière. Alors, on va questionner Ahmed, parce que Oui, c'est un peu oui, un produit. oui, oui. Alors, avant de nous donner ce que vous avez développé comme idée, comme conférence, est-ce que le club scientifique vous a aidé dans votre cursus universitaire? Bien sûr, pas seulement en compétences, mais c'était quelque chose qui était un grand bonus dans mon CV pour avoir en fait ma bourse pour continuer mes études à l'étranger. Avoir cette expérience de travailler, pas nécessairement créer son propre club scientifique, mais juste travailler dans un club scientifique, animer, faire des formations. Ça prouve en fait que vous avez les compétences nécessaires pour réussir en fait. On va dire que c'est un épanouissement Oui. de l'étudiant au sein de l'université que de faire partie d'un club scientifique. Exactement, ça montre en fait votre enthousiasme pour le domaine et c'était un très très grand plus en fait pour ma bourse, ma première bourse de C'est master. vrai que vous avez fait 2 pays à l'étranger, C'est ça, ouais. la Russie, la France, vous avez fait des études, Oui. mais tout cela vous a permis de vous, on va dire, de vous épanouir. Encore une fois, je vais utiliser le mot épanouir, mais moi ce que je voulais dire, vous êtes un pur produit de l'université algérienne. Oui, absolument. En vrai, ce qui était bien pour moi, c'est que j'ai forcé énormément pendant les trois premières années de mes études, donc à Constantine, et que ce soit avec les clubs scientifiques ou avec nos profs à l'université. Du coup, j'étais le major de promo. Mais comme j'étais intéressé par un domaine qui n'était pas une tendance, Pas disponible ici. ouais, c'est ça. Donc, on parle de 2015-2016. L'intelligence artificielle, machine learning, deep learning, donc c'est des concepts que maintenant c'est assez courant, on va dire. Et C'est ça, maintenant. Mais à l'époque, il y a une dizaine d'années, non, hein, Exactement, c'était très c'est peu. très très difficile. Et c'est là où je me suis dit, il faut avoir un club scientifique en Algérie qui parle de ces thématiques. Du coup, j'ai dû faire des formations et pour faire des formations, il faut apprendre. Oui. Et ça m'a motivé en fait à apprendre tous ces concepts, et c'est ça ce qui a donné en fait le grand plus pour mon master parce que c'était un master en data science. Et quand on a fait en fait une interview pour rejoindre le master, c'était très très fluide, j'avais aucune difficulté. D'ailleurs, dès que je suis arrivé là-bas en Russie, même pas genre 2-3 mois, j'ai reçu une offre pour enseigner directement. Donc, Déjà, au bout de 2-3 mois, hein, ça n'a pas demandé beaucoup de temps. Exactement, donc Oui. c'était très très rapide. Donc la qualité en fait de la formation en Algérie, ça m'a permis d'avoir ce grand bonus pour... Oui, pour ça c'est distinguer. pour enlever les doutes de certains qui pourraient Oui. dire que non, l'université forme de très belle manière. Oui. Là, vous êtes la meilleure preuve. Je pense que... Alors dites-moi, votre conférence, vous avez développé quelque chose que je n'ai pas très bien perçu moi-même. Hein. Il faudrait m'expliquer. Avec grand plaisir. En général, les thématiques de ce regroupement, ça touche d'une façon ou d'une autre l'IA. Donc c'est lié à la L'intelligence tendance. artificielle. Exactement. Donc on a fait aussi l'IA avec la crypto. L'IA, aujourd'hui, il parle de l'IA agentique. Pour ma présentation, c'était plus spécialisé. Donc c'était les systèmes RAG. Donc ce sont des systèmes qui ne sont pas en fait... Alors il faut expliquer système RAG, c'est quoi Exactement. exactement, c'est quoi? Ouais, c'est en anglais, donc Retrieval Augmented Generation. Et le principe, c'est vraiment simple. C'est de se fournir une sorte de Google, mais sur les données internes de l'université, de la société, de l'entreprise ou de l'hôpital, par exemple.
Et ça permet ça permet de donner en fait à tous les employés de votre entreprise, par exemple dans les hôpitaux, la communication va passer beaucoup plus fluidement. Si vous avez par exemple l'exemple le plus typique. On va prendre l'exemple de la télévision. Par exemple. Voilà. Exactement. Voilà, là, chez nous, on peut faire, par exemple, vous pouvez développer Un système de RAG, oui, absolument, qui permet de fluidifier un peu le système. Par exemple, si vous voulez, vous arrivez le matin, vous voulez savoir il y a quoi dans le programme d'une autre chaîne que vous ne gérez pas, et vous voulez juste savoir peut-être pour le mentionner. Vous venez sur votre téléphone, vous posez une question, et là, le système RAG va chercher dans toute la documentation de l'entreprise pour vous trouver exactement la réponse et vous la formuler d'une façon très très propre, très très visuelle. Voilà. Ça, c'est intéressant. C'est très, très intéressant. Et alors, la deuxième partie Oui, absolument. Et en vrai, la partie la plus intéressante, c'est pas la recherche elle-même, parce que la recherche, c'est un problème qui a été résolu déjà par Google. Donc, on peut le faire sur tous les sites web, on peut chercher partout. Donc, la partie recherche, elle est très facile. Ce qui était, en vrai, le point principal que je voulais présenter hier, c'était que il faut se rappeler que même si c'est l'IA, il n'y a pas de solution IA directe ou solution IA brute, il y a toujours un logiciel derrière. Et du coup, le grand job ou le grand travail d'un vrai ingénieur en IA, c'est de comment utiliser cette IA pour fluidifier en fait l'interaction avec l'humain. Donc l'IA elle-même, elle existe. Votre travail, ou mon travail en fait, c'est de intervenir entre prendre l'information de l'utilisateur et comment lui refournir la réponse. Voilà, c'est-à-dire traiter l'information et la donner. Exactement. Et permettre à mon cerveau de la comprendre rapidement, c'est ça. Exactement, exactement. Donc ça veut dire que vous pouvez faire un moteur de recherche dans chaque entreprise pour un peu la fluidité, la rapidité aussi, de l'information et surtout sa fiabilité. Ça, c'est intéressant, on peut développer et c'est ce que vous faites, ça, c'est votre métier. Exactement, du coup, là, j'ai fait ma thèse de recherche à la Sorbonne, j'ai fini. Maintenant, je travaille dans une entreprise de construction et engineering de construction. Et comme vous imaginez, donc on a des documentations pour des métros, des documentations pour des sites nucléaires, etc. Et juste avoir accès à l'information, c'est très difficile. Donc on parle de milliers de PDF, chaque PDF c'est des 4000 pages, c'est très difficile même de charger. Emmagasiner. Exactement, déjà, juste pour ouvrir le PDF et chercher dedans, c'était vraiment une grande tâche. Mais avec l'IA, ça permet de fluidifier un peu cette partie, mais aussi une fois qu'on arrive à extraire l'information et la bien représenter, on peut fluidifier d'autres processus. Par exemple, la génération automatique de certains rapports. Par exemple, comme on travaille dans la construction, on reçoit plein d'appels d'offres et comparer les appels d'offres entre eux, ça devient une tâche qui est très très difficile. Avec l'IA, elle peut lire tout. Elle peut créer un immense Excel ou genre un tableau avec chaque critère, chaque entreprise qu'elle fait, et elle peut comparer. Et dans cette situation, la prise de décision pour répondre à cet appel d'offres, c'est beaucoup plus facile et ça devient beaucoup plus objectif en fait. C'est un plaisir de vous écouter. Sincèrement, vous avez dû être tarabusté hier de questions. Je comprends avec les étudiants. Oui, c'était un grand plaisir parce que la première question que j'ai reçue, c'était une question de mon superviseur de thèse de licence, Dr Zakib Bounmouna. Et c'était un grand plaisir de recevoir ces questions. Après, bien sûr, on n'avait pas trop le temps. Du coup, on a reçu, je pense, 6 questions. Et là, sur LinkedIn, je reçois presque chaque heure une nouvelle question des étudiants parce qu'ils sont, surtout dans cette situation aujourd'hui, ils ont le hackathon, ils ont il y a le salon de l'informatique aussi aujourd'hui. Et du coup, ils veulent développer des solutions. Il y a des gens qui travaillent dans des startups maintenant qui veulent aussi... parce que le RAG, c'est pas optionnel maintenant, malheureusement. C'est devenu vraiment obligatoire. C'est un besoin. Un besoin. C'est vraiment la couche. C'est pas un luxe, hein, c'est vraiment le truc à avoir dans chaque entreprise, dans chaque société. Barakallahu fik. Merci beaucoup. C'est très gentil. Et puis si Yousfi, ça doit vous faire plaisir de voir. Voilà, ça c'est un pur produit, non pas seulement de l'université, mais aussi des clubs scientifiques. Oui, bien sûr. Le plaisir déjà, c'est
d'avoir un étudiant porteur C'est plus un d'idées. étudiant, c'est un docteur Il était, maintenant. oui, non, je parlais avant. Oh là là, mais je plaisante, Il avait un club scientifique, comme je l'ai cité tout à l'heure. Ouais. Oui, et il était brillant. Oui, il était brillant, hein, il est déjà descendu. Lineberg. Ouais, c'est- Et maintenant, il est devenu un formateur et un spécialiste du domaine, un vrai spécialiste du domaine. Et hier, la différence elle est remarquable entre les étudiants concernant les thèmes. Et j'étais comme ça. Ah, bah, étonné. j'ai vu, Voilà. là, ils étaient scotchés. Non. Alors d'abord les thèmes, Voilà. la qualité d'abord des conférenciers, parce Voilà. qu'il y a beaucoup de conférenciers, on ne peut pas tous les citer, on a interviewé un ou deux, mais ce qui est bien, c'est que ça c'est les thématiques, mais et c'est vraiment à jour, c'est vraiment in, c'est voilà, c'est les dernières technologies, on est en train d'échanger vraiment dans un palier supérieur, n'est-ce pas, Imad? Absolument, oui, absolument. Surtout la présentation de conférence de Mehdi Labani où il a parlé. Qu'on a reçu il y a à peine 3-4 semaines. Hein. Exactement. Mehdi Labani, il était là. Il était. Personnellement, ça m'a vraiment ouvert. C'est un les grand yeux sur- économiste. Oui, Lui aussi pur produit de oui, l'université algérienne. absolument. C'était génial de voir, parce que moi je suis expert de l'IA. J'ai pas beaucoup travaillé sur la partie blockchain et la façon, la simplicité dont il a présenté les sujets, c'était vraiment hallucinant. Bah, on vous souhaite un bon séjour, Merci beaucoup. d'abord, puisque bon, là, déjà, vous êtes revenu dans votre université, mais je pense que ça ne va pas être la dernière fois. Hein. Non, Absolument. Sûrement pas la dernière. Zidji. Bien sûr, non, il c'est est- obligatoire. Il est le fils de l'université. Alors, Yousfi, qu'est-ce qui reste à faire dans cette Donc, rencontre voilà, parce que ça va encore. Un salon de l'informatique qui Oui, est juste. oui. Puis le hackathon, c'est dans quelques jours. C'est pas. Non, c'est- il a ah, commencé le hackathon, c'est le départ, c'était la première journée hier, Ah, d'accord. ok. à 20h. Il dure 24 heures consécutives et il se termine aujourd'hui, la deuxième journée, à 20h aussi. C'était quoi le thème? C'est l'analyse des sentiments et l'analyse Ouh là là. de dialecte et tout. C'était le thème de M. Bouramoul. Et Ah, il est bien- Ouais, voilà. Et comme vous l'avez cité, et comme Monsieur le doyen l'a cité dans le reportage, un point de plus, la deuxième journée du rassemblement et du regroupement coïncide avec l'ouverture du salon de l'informatique 9e édition. Ouais. Donc c'est la 9e édition, c'est vaste, c'est... Ben oui, bien sûr. Déjà, c'est coutumier, c'est de Voilà, tradition voilà, chez vous. voilà, que- c'est le devenu, salon. voilà, c'est devenu une tradition de l'université Constantine II. Et c'est un honneur, c'est un plaisir, c'est une opportunité. Les étudiants invités et de l'université. Voilà, ça, Donc ça ouvre beaucoup de choses, c'est beaucoup de portes. perspectives, c'est Voilà, ce qui est bien. voilà. Un dernier mot avant de nous quitter, Ahmed. Je voulais juste remercier en fait professeur Zaki et Ben Mounah, professeur Bouramoul et tous mes anciens profs qui m'ont formé et m'ont invité aussi pour animer cette conférence. Ah ben, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Voilà, une autre fois. Un dernier mot avant de nous quitter. Oui, moi aussi je tiens à remercier mes chers intervenants invités pour leur présence et remercier aussi la commission scientifique à nouveau, c'est M. Bouramoul, M. Sandlé, M. Chakr Mzioud, M. le recteur, M. le SG, le directeur des affaires universitaires pour leur aide et pour la collaboration entre nous, les invités d'honneur, tout le monde de l'université, tous les participants qui ont donné une touche. Moi, je vous dis, ils sont obligés, avec la qualité de ce qui se fait, ils sont obligés de vous aider. Vous n'avez pas besoin de trop demander. Mais merci beaucoup. Bon, merci Et merci à tous. vous. Merci à vous aussi pour l'invitation et pour la présence et pour la bienveillance pour faire la bonne couverture médiatique. Ah, tout le temps. c'est notre métier, c'est notre
boulot. Nous aussi, on est obligés de le faire. Merci. Je vous remercie, messieurs. Merci beaucoup. Inch'Allah, ntlaqaw dans d'autres circonstances, Inch'Allah. aussi purement scientifiques. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir. Merci. Et là, je vais juste transiter par un petit sujet, petit reportage. On a été invités à une journée de formation au profit des journalistes organisée par l'agence de gestion de l'eau, Agir, qui gère tous les bassins d'eau, tout ce qui est ressources hydriques à l'est du pays. Et c'était intéressant. Bon, on était parti, voilà ce qui a été fait durant cette journée de formation. منح رخص الاستغلال والسحب بكل ذلك تقوم على تنمية الوكالة الأنسب وكالة الحوض أن تنظم هذا. الهدف منه هو الالتقاء مع جميع الأسر، سواء الأسر الفلاحية، الأسر الصناعية، الأسر الدينية. الآن كان لنا الشرف نكون مع الأسرة الإعلامية كما قلت سابقا السلطة الرابعة. الهدف منه هو إيصال فكرة ترشيد استهلاك المياه، ترشيد استهلاك المياه لإيصال هذه الفكرة للمواطن وللصحفي كذلك، للمحافظة على المخزون والأمن المائي لبلدنا الحبيب. وجب علينا من أجل رفع هذا التحدي أن نحافظ على هذا المولد الطبيعي، هذا الخزان الذي هو خزان لنا الآن كذلك وللأجيال، فهي أمانة وجب علينا المحافظة عليها. Le journaliste est un outil ou bien un partenaire dans la communication et la sensibilisation dans le secteur de l'eau, étant donné que notre mission principale, et parmi nos missions principales, c'est la sensibilisation et la communication envers différentes structures, envers différentes catégories d'usagers de l'eau. Et parmi ces missions, c'est la communication. Nous espérons par cette formation et par cette journée tisser des liens forts et tisser des liens étroits entre l'agence de bassin hydrographique et le journaliste. لبينا دعوة الوكالة الحوض الهيدروغرافي به نديروا لقاء مع الصحفيين. احنا نتعاملوا مع الصحافة لأن عندنا ثاني الدور تاعنا في التحصيل، مثلا كما دركا قاعدين نديروا حملة على تحصيل الديون على المستوى الوطني. الثاني اللي نشر الوعي على تسديد الفواتير. الحملات الوطنية اللي نقوم بها للتحسيس على ترشيد استهلاك الماء. أكيد أنه الجانب التكويني يدخل دائما في إطار عمل الصحفي الميداني، خصوصا أنه كثير الأرقام وكثير يعني الأمور اللي تتجدد يوميا، وهذا أمر دائما اللي يخلينا دائما مواكبين هذا المعلومات اللي تتغير بطريقة دورية. وأيضا الجانب التكويني أيضا يدخل معها الجانب التحسيسي، خصوصا أنه هذه المواضيع التي تدخل دائما في أهمية وتدخل دائما في إطار يعني معيشة المواطن الجزائري. واليوم تكلمنا على موضوع المياه اللي دائما هو هذا النقطة
الجد مهمة في الحياة المواطنين وترشيد استهلاكها في ظل التغير المناخي، في ظل تغير يعني عديد المعطيات، وهو أمر جد مهم بالنسبة لي الصحفي. دورة تكوينية ناجحة 100% من خلال التعرف على حيثيات الحفاظ على هذه الثروة المائية الغالية اللي تعتبر رمز للجزائر والحمد لله، وأيضا الحفاظ على هذه الثروة للأجيال القادمة إن شاء الله. تلقى اليوم صحفي ولاية قسنطينة دورة تكوينية مست مجال حيوي ومهم حول تقنية الممارسة الإعلامية في تسيير المنتج من المياه، حيث أبدى الصحفيون تجاوب وتفاعل كبير حول هذا الموضوع وأهميته في مجال التنمية المستدامة والتسيير الجيد للموارد المائية في الجزائر. هي دورة تكوينية موجهة لفائدة الصحفيين، هدفها الارتقاء بالأداء المهني، تعزيز القدرات المهنية للصحفي، التوظيف الجيد والصحيح للمصطلحات التقنية الخاصة بقطاع الري. ربما هذه هي الدورة التكوينية أيضا ساهمت في تحديد آليات التنظيم، التخطيط والعامل البشري والمادي لهذه المؤسسة. ربما هو الصحفي حينما يعمد من أجل تقديم المعلومة يقدمها بالبيانات الصحيحة والواضحة والحدود الجغرافية، وحتى كيفية مساهمة هذه المؤسسة في حماية هذا المورد المائي الهام. Voilà, c'était un peu le compte-rendu de ce qui s'est passé en cette journée de formation. Mais le propos de notre deuxième débat, c'est surtout revenir sur ces 2 mois dédiés à la sensibilisation au cancer. D'abord Octobre Rose, dédié à la lutte contre le cancer du sein, puis Novembre Bleu pour les maladies masculines et le cancer de la prostate. Et puis, dans ce genre de rencontre qui s'est tenue la semaine passée, c'est faire une mise à jour, je pense, de ce qui s'est passé dans le domaine de l'oncologie. N'est-ce pas, professeur Gemma? Oui, merci pour l'invitation. Ce sont les 12e journées de l'association d'oncologie et radiothérapie qui se sont déroulées le 14 et 15 novembre 2025 à l'hôtel Hussein. Ces journées ont regroupé c'est-à-dire des experts, soit au niveau national des 4 points du pays, ou bien internationaux. Il y a des conférenciers qui sont venus d'Arabie Saoudite et on a rendu hommage à notre ancien chef de service qui est le professeur Rahal qui est venu d'Arabie Saoudite. Il y a aussi Dr Shey Brasso qui est venu de la Turquie et il y a Dr Khodri qui est venu aussi de France, d'autres conférenciers tels que Christophe Henquin, Ménard, plusieurs qui sont venus et on a fait des échanges avec eux concernant les avancées thérapeutiques en cancérologie. Le thème de cette année, c'est surtout l'actualité dans les cancers gynécologiques, les associations thérapeutiques avec la radiothérapie et les nouvelles techniques en radiothérapie, c'est-à-dire les techniques innovantes. Ces journées ont regroupé aussi plus de 200, c'est-à-dire cancérologues, soit des radiothérapeutes, des physiciens médicaux ou des cliniciens. Il y a du public et du privé. Voilà, c'est quand même, il y avait beaucoup de monde et la thématique, surtout ce genre de rencontre vous permet de faire des mises à jour, c'est ça? Oui, ces journées rentrent dans le cadre de la formation continue en cancérologie et surtout
d'avoir des échanges avec les pays. Oui, d'autres experts. D'autres experts, comme en radiothérapie, on a, c'est-à-dire installé un nouveau accélérateur avec des nouvelles techniques, donc au moins pour les échanges. Très bien. Docteur Ahlam Mziane, vous avez aussi participé, puisque ce genre de rencontre, c'est l'avenir de l'oncologie. Hein, c'est ça, professeur Jemma? Oui. Alors, docteur Ahlam, ce genre de rencontre, il vous permet d'apprendre encore Bien sûr, oui? Bien sûr. Comme a dit professeur Jemma, ces journées s'inscrivent dans le cadre de la formation continue. Ça nous permet non seulement de voir ce qu'il y a de nouveau, de rencontrer des gens, de discuter avec eux, rencontrer des gens qui ont plus d'expérience que nous, des personnes qui ont moins d'expérience que nous. Ces échanges sont toujours constructifs. Cela aussi permet de présenter notre travail, nos travaux à nous, et de voir si on est toujours, si on a besoin toujours d'avancer un peu plus, de rajouter un peu plus. Ces échanges, c'est toujours important pour les jeunes radiothérapeutes, pour les jeunes oncologues, pour les jeunes médecins en général. Et aussi pour se situer, hein, si on est sur la bonne voie ou la mauvaise, se corriger. Bien sûr. Alors, on va juste vous regarder quelques images, hein, parce que ce genre de rencontre, quand il y a des médecins, ça parle beaucoup, ça échange. Regarde. Juste un petit morceau de cette journée qui s'est déroulée la semaine passée. Beaucoup de médecins. Et ce qui est bien aussi, c'est quand vous vous rencontrez, vous échangez, mais nous, en tant qu'Algériens, où est-ce qu'on peut se situer au niveau africain, par exemple, en matière de prise en charge des maladies du cancer? Bon, en matière de cancérologie, comme les machines sont les mêmes. On a ramené des machines, un Turbine qui est une machine avec une autre technologie. Et c'est-à-dire que c'est les mêmes, soit en Europe ou bien en Algérie. Seulement, nous, ce qui nous manque, c'est un petit peu la formation. La formation soit théorique comme les journées et les avancées thérapeutiques, ou bien la formation pratique. Et on compte sur l'État, surtout de former nos jeunes sur ces accélérateurs. Et voilà, vous continuez toujours à superviser. Et vous, en tant que médecin, qu'est-ce que cela peut vous apporter où est-ce que vous vous situez aussi, docteur? On se situe bon, soyons modestes. Bah oui. On est bien. On est, comme a dit le professeur Jemma, on a les mêmes machines que les autres, on a les mêmes machines que nos voisins, on a les mêmes machines qu'en Europe. On les utilise, on sait les utiliser, mais pour justement toujours avancer, pour donner aux patients algériens le meilleur, il faut toujours rester à la page, il faut toujours se former, il faut toujours avoir... La formation, elle est toujours un plus pour tout le monde, pour le patient d'abord, pas pour le médecin. C'est au bénéfice du patient. C'est au bénéfice du patient. Si on est formé pour une meilleure technologie, on va le traiter mieux, avec moins d'effets secondaires. Tous les traitements des cancers sont des traitements minutieux qui donnent beaucoup d'effets secondaires. On doit savoir les gérer. C'est pour ça qu'on est heureux d'avoir des nouvelles machines. Mais les machines seules ne savent pas traiter seules. Il faudrait que le médecin soit à la hauteur de sa machine. Et c'est ce que nous apportent les journées. Les journées de formation, les formations, comme a dit Madame Jemma, les formations pratiques, les échanges entre les centres
nationaux, internationaux. C'est ça qui fait avancer. Bah oui, et la prise en charge du cancer, bon, au-delà du fait que c'est pris en charge totalement par l'État, il faut dire que c'est coûteux, oui. C'est pas rien, c'est un grand effort de l'État, mais aussi, où est-ce qu'on peut se situer? Parce que bon, on vient de sortir de 2 mois de sensibilisation, et à un moment, je sais pas, moi, chaque fois que je reçois des médecins, on me dit, il y a tout le temps, c'est de l'augmentation, il y a plus de cas, il y a plus, mais bon. Oui, effectivement, le cancer, c'est-à-dire le nombre de malades ne fait qu'augmenter. Chaque année, c'est 5% à 10% d'augmentation. Donc, si il y a une trentaine d'années, on était à 30 000 nouveaux cas. Actuellement, on est à 56 000 nouveaux cas. Donc, oui, c'est vraiment très important. Et pour la prise en charge de ces malades, donc il faut un parc, c'est-à-dire 2 machines, le nombre de machines, il faut normaliser le parc de machines avec de le nombre de traitement, cas. avec le nombre de cas et le nombre aussi d'habitants. Parce que nous, certes, dans les années 2012, on était à 7 machines seulement, 7 accélérateurs. L'État a fait d'énormes des efforts considérables et on est à 70 accélérateurs. Mais le problème, c'est insuffisant. C'est toujours insuffisant. C'est insuffisant. On est 48 millions d'habitants, donc au moins il nous faut une centaine de machines de traitement. Ça veut dire que l'effort n'est pas très grand à faire pour arriver à... Oui, c'est ça. Et docteur, dans le nombre de cas que vous recevez au quotidien, vous arrivez à gérer tout ça? C'est vrai qu'il y a un flux, hein, il faut le dire. Il y a un flux, il y a une augmentation énorme du nombre de patients. Mais cela s'explique aussi, ça s'explique aussi par la longévité des patients. On a une espérance de vie meilleure en Algérie qu'avant. On a des efforts diagnostiques, donc on sait diagnostiquer mieux. Quand on diagnostique mieux, on a plus de patients. Donc on a un grand flux de patients, c'est vrai. Mais on essaye de gérer. On arrive un peu mieux à gérer grâce justement au progrès que l'État nous a donné, oui, aux nouvelles machines, à la nouvelle machine installée. On peut accepter beaucoup plus de patients, on peut donner plus. C'est vrai qu'on s'est amélioré par rapport au rendez-vous, c'est vrai. Mais on peut faire mieux, on peut toujours faire mieux. Bah oui, on est toujours insatisfait. On est toujours insatisfait. Je sais que les médecins... Les médecins sont toujours insatisfaits, c'est vrai. Oui, on est vraiment... Le problème aussi, c'est que les machines qu'on avait installées dans les années 2013-2014, maintenant vieillissent. Oui, elles sont un peu dépassées. C'est vrai que... Donc, disons, il faut les remplacer. Et c'est ça, donc les pannes sont devenues fréquentes et il faut les remplacer. Il faut, j'espère, que l'État fasse un planning le plus rapidement possible. Pour le renouvellement, mais aussi pour l'acquisition. Pour l'installation. Et pour... Là, on devrait parler des difficultés, mais ces difficultés, c'est parce que, comme le disait le docteur Mzienne, c'est qu'il y a beaucoup plus de guérison. Oui. Les gens réussissent à survivre au cancer. Oui. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que même si le cancer est diagnostiqué, on peut le traiter et le patient vit plus longtemps. Oui, parce que maintenant le diagnostic est fréquent avec nos moyens, c'est-à-dire qu'il y a en Algérie, le diagnostic est détecté plus précocement. Oui. C'est pas comme avant où la femme ou bien le malade vient ne s'apercevait de la maladie avancé. À un stade avancé. C'est vrai, là aussi, les campagnes de sensibilisation. Oui, c'est grâce aussi aux campagnes de sensibilisation, surtout dans les cancers du sein. Vraiment, le cancer du sein, donc on était à 7, il y a une vingtaine d'années, la taille moyenne d'une tumeur du sein était de 7 à 8 cm, vraiment. Actuellement, on est 4 à 5 cm. C'est la moitié quand même. Ça a régressé. C'est ça, docteur? Oui, c'est ça. On reçoit beaucoup moins de stades avancés, on reçoit beaucoup plus de stades T2, de stades moyens. Et comme on est aussi au mois bleu,
Donc même pour le cancer de la prostate, on a l'impression aussi qu'il y a beaucoup plus de cas parce qu'il y a justement les campagnes de sensibilisation ont permis de diagnostiquer un peu plus. Donc les patients sont mieux diagnostiqués. On a l'impression qu'ils sont mieux diagnostiqués. Donc on a plus de cas, c'est vrai. On s'en Mais plaint on a pas. plus de guérison. C'est ça. On s'en plaint pas puisque comme ce le- dépistage permet une meilleure guérison. Vous allez sûrement me confirmer que les médecins qui sont passés par là me disent que le cancer de la prostate est pratiquement guérissable à 100%. Oui, oui, oui. Ça dépend bien sûr du stade Oui, de bien diagnostic, mais quand il est diagnostiqué tôt, quand il est guérissable à 100%. Soit par chirurgie, soit par radiothérapie. D'où l'intérêt de faire ces campagnes de sensibilisation. Donc, on peut faire un bilan des 2 mois passés. Un Deux petit mois bilan à peu près. des 2 mois de sensibilisation. Oui, on a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé. On a reçu beaucoup de femmes. On a aussi retrouvé beaucoup. On a dépisté beaucoup. On a trouvé des cancers précoces. Le mois Octobre Rose, c'était un mois fructueux. Et il y a eu un flux. Il y a eu un beaucoup flux, de gens, beaucoup de il y a femmes eu un qui sont venues. Oui, il y a eu un Peut-être un peu moins pour le Oui. mois de novembre bleu. Les hommes sont un peu plus. Les femmes ont pris conscience et maintenant ils consultent. Hein. C'est pas comme avant. Vous recevez beaucoup plus de. Oui, on reçoit beaucoup. Vous savez, on a remarqué même sur le plan médiatique, c'est que on consacrait beaucoup moins de temps pour Octobre Rose il y a une quinzaine d'années que maintenant. Maintenant, tout le monde sait ce que c'est Octobre Rose, le petit ruban qui est là, même Novembre Bleu qu'on a découvert juste après maintenant est aussi connu, d'où la nécessité de communiquer sur la maladie. C'est ça? Oui, c'est ça. Très bien, docteur. Alors, qu'est-ce qu'il reste encore à dire peut-être sur cette maladie qui est encore, même avec tout ce qu'on a fait comme effort de sensibilisation, reste tabou quand même. Ça reste un peu tabou. Beaucoup moins, mais ça reste quand même. Non, beaucoup moins, oui, mais les gens, c'est-à-dire les malades ou les personnes ont pris conscience et maintenant ils consultent tôt. C'est pas comme avant où ils laissent vraiment la maladie, c'est-à-dire progresse jusqu'à un stade avancé. Maintenant, ils consultent même l'internet, ils voient. C'est pas, ils sont des gens instruits qui consultent. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, Oui. yani, Ça sert. Oui. Et c'est surtout pour une meilleure prise en charge. Alors les médicaments, est-ce qu'ils viennent à manquer? Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut pour guérir, pour prendre en charge? Oui, bon, c'est pas facile. Oui, surtout quand il y a un nombre de cas, je comprends. Docteur. Oui, c'est-à-dire les médicaments, il y en a, hein, mais des fois il y a quelques ruptures, mais c'est pas vraiment comme avant. Hein. Ça, Oui, il n'y a plus les ruptures d'avant. Il n'y a plus les ruptures comme avant. Hein. Ce qu'on souhaite, c'est surtout le renouvellement rapide des anciennes machines, parce que la majorité, comme par exemple la Nabas, Sétif, Betna, ces machines ont été installées en 2014, donc maintenant il faut les renouveler. 11 ans, oui. Presque 11 ans, parce que... Docteur, est-ce qu'il y a un processus de renouvellement ou est-ce qu'on doit acquérir de nouvelles machines? En principe, à partir de 10 ans, il faut renouveler ces machines, hein, parce que les pannes deviennent de plus en plus fréquentes, les pièces de rechange deviennent de plus en plus rares. Oui, parce que c'est notre technologie. Donc, il faut les renouveler. Et pour renouveler une machine, les procédures administratives sont très lentes. Donc, des fois, c'est entre 2 ans jusqu'à 6 ans. Et c'est pour cette raison qu'on a peur des prochaines années où le malade, c'est-à-dire trouvera des problèmes pour un rendez-vous de radiothérapie et on va retomber dans les années 2012-2013. Donc il faut penser et il faut alléger les procédures administratives pour ramener ces machines. C'est surtout pour le... Parce que là, c'est spécifique, hein. C'est pas n'importe quelle machine, ni n'importe quelle... C'est pas l'accélérateur, c'est pas un appareil de radiodiagnostic, c'est un appareil de traitement. Donc, et le malade ne pourra pas arrêter son traitement si la machine tombe en panne, ou bien changer d'un service à un autre.
Ah, il doit continuer Il dans doit le même continuer processus. sur la même machine. Ah, ça veut dire que si, bon, par exemple, on va dire un malade commence en traitant, il doit le terminer. Et si la machine tombe en panne? Il attend. Il attend. D'accord, ça c'est une difficulté. C'est pour ça qu'il faut être... Oui. Est-ce que l'entretien est assez difficile? L'entretien est assuré. Avant l'entretien, il y avait des problèmes de maintenance. Mais maintenant, avec le plan cancer, l'entretien est assuré. Seulement, les machines maintenant sont vieilles. Il faut les renouveler. Ouais, ça, on a compris qu'il faut renouveler la machinerie, parce que ça, c'est pour le bien des malades. Vous voulez dire, docteur? Je voulais juste donner un message d'espoir aux patients. Ah On oui, est bien là sûr. pour les traiter. Donc, ils ne doivent plus avoir peur. Ils ne doivent plus avoir peur du cancer. Le mot cancer fait peur. Chronique. C'est une maladie chronique. Maintenant, elle est considérée comme une maladie chronique. C'est comme le diabète, comme la tension. Il ne faut pas avoir peur du cancer. Il faut le combattre. Bon, vous savez, madame, c'est déjà... C'est le les gens, message. quand vous dites vous êtes déjà diabétique ou vous êtes cardiaque, ils ont peur. Alors, si vous le dites un cancer... Non, c'est... mais justement, il ne faut plus avoir peur du mot cancer. Il faut le considérer comme une maladie chronique. Il faut Alors, le quel est combattre. le message que vous donnez pour que les gens soient convaincus de venir rapidement vous voir? On est là pour vous. Il y a des patients, il y a des médecins qui sont là pour vous. Ils sont là à votre service. Venez leur parler. Ils vont vous convaincre de vous faire traiter. Si vous avez peur de vous faire traiter, ne restez pas seul chez vous à avoir peur. Venez nous parler. Venez parler à un médecin. Allez, faites la démarche de vous faire diagnostiquer. Quand vous vous ferez diagnostiquer, faites la démarche d'aller voir un thérapeute. N'ayez pas peur. On n'a pas peur. Il ne faut pas avoir peur. Docteur La Gemma, peur pour n'a ça, jamais traité une moi, personne. vous savez, dans mes campagnes de sensibilisation, de voix, je rencontre des gens, je leur dis, allez, mais c'est simple, allez vous faire consulter. Ils disent, non, si je suis malade, je laisse comme ça. C'est pas bien. C'est pas bien. Non, c'est pas bien. Le cancer est devenu une maladie chronique. Il y a la prise en charge, c'est-à-dire en Algérie, on a tous les moyens de prise en charge. Elle est adéquate, on a tous les moyens. Maintenant, avec l'immunothérapie, avec surtout en radiothérapie, c'est une radiothérapie. C'est pas comme avant où on fait des grands champs avec les nouvelles machines. C'est une radiothérapie de précision où on touche pas les organes à risque, donc on touche que la tumeur. Ouais. C'est une radiothérapie de précision, il ne faut pas avoir peur et venir consulter. Qui cible directement la partie touchée. Oui, c'est ça. Donc on peut rassurer, parce que des fois les gens, il vaut mieux ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a à l'intérieur, alors que c'est faux. Non, c'est vraiment une thérapie ciblée. On va rester sur une note d'espoir. Oui, moi, vraiment, moi j'ai un espoir. Vraiment, il faut que l'État a fait certes des efforts considérables et il faut qu'elle fasse un suivi lorsque. Moi, je m'adresse à la tutelle. Lorsqu'on dépose, c'est-à-dire autant d'argent, ou bien lorsque l'État, c'est-à-dire donne une autorisation planifiée à un gestionnaire, il faut un suivi. Oui. Et ne pas laisser les lenteurs administratives. Oui. Deuxièmement, pour les pièces de rechange, moi je souhaiterais que l'État fasse un couloir vert pour l'acheminement de ces pièces de rechange. Il y a un couloir vert, ça veut dire une voie rapide pour acquérir. Oui. Docteur Ahlam Meziane. Moi, je reste à mon rôle de médecin, de simple médecin. Radiothérapeute. Je donne des médecins oncologues radiothérapeutes. Moi, comme oncologue radiothérapeute, j'ai beaucoup d'espoir dans notre pays, dans notre façon de voir, dans les jeunes médecins que nos professeurs, ils nous ont formés, ils nous ont bien formés pour traiter nos patients, pour aimer nos patients et pour aimer notre pays à travers nos patients. Donc, on est là pour vous. Venez vous faire traiter. N'ayez pas peur du mot cancer, c'est juste un mot. Donc, c'est une maladie comme les autres, il faut la faire traiter. Quand on diagnostique tôt, on traite très bien. Soyez courageux et venez vous faire traiter. C'est bien le courage, c'est ce qui, des fois, manque pour faire le premier pas, mais on va essayer de vous aider. Donc, professeur, vous avez dit, la relève, elle est là.
Oui, la relève est là. On est tranquille. On est Donc tranquille, vous pouvez passer le témoin tranquillement. Oui, tranquillement, oui. En tout cas, professeur Jma, merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Docteur Meziane, merci aussi. J'espère qu'on aura été un peu... on a au moins donné le maximum d'informations sur d'abord la prise en charge de la maladie, mais aussi sur ce genre de rencontres scientifiques qui sont à renouveler régulièrement pour le bien de la prise en charge de la maladie. C'est ça. Oui. Merci beaucoup. Moi, je vais vous offrir une chanson. Une chanson qui a été puisée dans les archives de la télévision. Puis c'était les frères Bouhafs, le Machim Strib. C'est une belle chanson dédiée à toutes les mamans. الشمس تغيب والوقت يغرب عالما القمرة تضوي والنجوم تنور نشوف صابت عطفك وحنانك في ديك الليلة نرجع فرحان لما الشمس تغيب والوقت يغرب لما القمرة تضوي أو النجوم تنور نشوف صابت عطفك وحنانك في ديك الليلة نرجع فرحان كل خير وأمان تمنيته ليا صارتي طول الليل تعصي عليا ولما نبكي يا قلبي ما القصدك يا حالي لما الشمس تغيب والوقت يغرب لما القمرة تضوي أو النجوم تنور سحابة تغطيه والكون يظلم نلقى روحي وحدان أحسن ومحروم لما الشمس تغيب والوقت يغرب لما القمرة تضوي أو النجوم تنور سحابة تغطيهم والكون يظلم نلقى روحي وحدان أحسن ومحروم معطلة من معطلة ما تفكرتك يا الميمة معطلة من معطلة تفكرت غيابك يا الحنينة شحال من سنين تعذبتي عليا
شحال من سنين قاسيتي البحال قولي لي كيف راك يا اللي ماما كيف حوالك مع الايام المشرق تغيب والوقت يغرب لما القمرات تضوي او النجوم تنور سحابك تغطيهم والكون يظلم تبقى روحي وحداني احزن ومحروم. Indémodable chanson dédiée à toutes les mamans que l'on offre avec beaucoup de plaisir. Et je rappelle seulement le groupe Les Frères Bouhafs avec notamment Boubesh qui était en solo et l'Khdar. Voilà. Très belle chanson que j'offre à Bibi. C'est gentil. Bouchara Ben Ali, marhaba bik, Bibi, d'abord. merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Ça va? Oui, ça va. Merci. Ça va. Ça va, oui. Ouais, beaucoup C'est de la courage. forme. Nous, on aime bien Bouchara Ben Ali parce Merci. qu'elle est très courageuse et elle nous Merci. produit du rêve à travers les poèmes mais aussi les fables. Oui. Alors, le nouveau, le dernier livre, c'est L'Arche des L'Arche Fables. des Fables, Alors, voilà, oui. dites-moi, c'est quoi exactement? Ah bah, c'est un petit recueil de 20 fables. Auparavant, on m'avait comparé à La Fontaine, je leur ai dit Oh non. non, mais je ça, c'est préfère, La Fontaine voilà. au féminin. Voilà, moi, je leur dis c'est Je La préfère Fontaine. Bouchara Ben Ali, c'est mieux. C'est mieux. Voilà, donc ce sont des petites fables qui sont adressées, cette fois-ci, ce n'est pas que pour les enfants, donc adressées aux Pour les adolescents et plus. C'est un peu pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde, puisque les fables, on en tire des leçons de vie, donc c'est adressé pour tout le monde. Alors, les ouvrages, c'est comme les blagues, les plus courts sont les meilleurs. Voilà, C'est ça? c'est de La Fontaine. Ça, c'est de La Fontaine, mais bon. Ça, c'est de La Fontaine, oui. Et toujours avec le même concept, Voilà. c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire que c'est toujours avec des animaux réalisés au crochet qui font l'illustration du deuxième recueil. Voilà, c'est toujours le même concept. Voilà. Et vous l'avez présenté au Salon international du Oui, livre, j'ai le été dernier présentée. Alors racontez-nous un peu cette voilà, petite expérience. c'était une belle expérience comme d'habitude et bon, j'ai assisté avec le stand, enfin la maison d'édition Le Koupia qui m'a fait l'honneur d'être invitée. Voilà, donc ça s'est bien passé. Je voudrais préciser d'abord une chose. Oui. La dernière fois, on avait parlé de l'accessibilité au salon du SILA et finalement il y a eu cette fois. Alors il faut rappeler juste, c'est que vous aviez émis une critique. Oui. C'est que vous, en tant que personne à mobilité réduite, vous avez trouvé des difficultés pour accéder Parce qu'il y avait des escaliers et sans la rampe. Donc, c'est un peu difficile pour nous qui marchons avec des béquilles d'accéder aux escaliers. Et cette fois-ci, j'ai été surprise et très contente parce que finalement, ils ont fait... Votre appel a été lancé. Oui, voilà, été écouté. Entendu, voilà, c'est ça. Donc ils ont bâti une petite pente avec une rampe et l'accès a été plus facile, voilà. Bon, je rappelle que vous êtes une personne à mobilité réduite et que demain c'est la journée internationale des personnes handicapées. Mais bon, vous savez, le handicap, moi je le dis toujours, c'est pas vraiment là où on pense. Oui, bien sûr. Parce que des fois, il est dans la tête. Oui, c'est vrai. Et là, c'est très difficile de le détecter. Voilà, non, c'est vrai que, bon, moi, c'est un handicap visible, mais il y a des handicaps qui ne sont pas visibles et qui sont plus difficiles pour les autres, mais ça ne nous empêche pas. Ça ne c'est ce que nous j'allais empêche dire. pas, voilà. Alors, bon, quand on dit handicap, vous l'avez surmonté, vous l'avez presque Oui, oublié, bien sûr. vous vous accommodez. Oui, bien sûr, depuis toute petite, donc j'ai eu le temps de m'accommoder et de vivre. Et même si ça, il faut dire que ça a pris un peu de temps.
Oui, bien sûr, avec les années, mais avec la rééducation, avec le matériel, avec l'appareillage, les cannes et tout, donc on peut s'adapter. Donc avec le temps, j'ai pu m'adapter à la vie quotidienne. D'abord, vous êtes mobile, vous travaillez au CHU, Oui, à au l'hôpital, CHU, oui. au service Ouais. dermato. Des fois, je rends visite. Voilà. Il faut le dire. Et que je remercie le personnel. Voilà, je remercie le personnel Très gentil. du service de dermato parce qu'ils sont très gentils et m'ont donné l'occasion aussi d'avoir un petit temps à moi pour justement écrire et pour Ça, c'est vaquer. important. Hein. Voilà, oui. C'est important que tout le personnel vous soutienne, Voilà, vous oui, aide. ils me soutiennent, ils me Voilà, c'est soutiennent, important. oui. Avoir, comment on dit, avoir des encouragements. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est ça qui m'a poussée encore à poursuivre parce que comme j'ai un peu plus de temps, donc voilà, je les remercie. Alors, bon, on ne va pas revenir sur l'ancien, mais je vais le montrer quand même. Les animaux en rime, c'était des poèmes. Voilà, ça c'était pour les tout petits, quand ils commencent à lire un peu et commencent à comprendre, donc ça c'est adressé à eux. Bien sûr, et j'insiste surtout, et encore, c'est pour les inculquer à la lecture dès le jeune âge. Parce que je pense qu'une fois qu'on grandit, on n'a pas autant cette passion de lire. Donc c'est quand on est petit que vraiment la lecture commence à être ancrée en soi. Donc ça c'est le premier, surtout, c'était pour ça. C'est pour encourager la lecture? Oui, oui. Et beaucoup, le oui. tricot? Le tricot, bon, c'est une passion aussi, c'est une deuxième passion et voilà. Donc depuis tout le temps, nos grands-mères faisaient du crochet, du tricot et je pense que c'est aussi une sorte de thérapie pour les jeunes. De toute façon, il y a de plus en plus de jeunes filles qui aiment faire le crochet, donc je les encourage aussi à poursuivre ce que nos grands-mères faisaient. Et c'est vrai qu'il y en a de plus en plus et on vient vers moi aussi pour me demander de faire des ateliers de crochet. Ah d'accord, maintenant vous Oui, essayez j'ai déjà fait des d'enseigner. ateliers de crochet et bon, je compte m'y remettre puisque j'aurai un peu plus de temps pour justement encourager les jeunes filles ou bien les gens à la retraite. Il y a des femmes à la retraite qui... Oui, au lieu de s'ennuyer Voilà. et de dire qu'est-ce que je vais faire, faire du tricot c'est bien, Voilà. ça détend. Ça Oui, doit ça être détend, c'est vraiment une activité qui déstresse vraiment, oui. Alors, on va revenir à cette arche des fables. Oui. Voilà, qui est là. Pour la première remarque, bon, c'est toujours les animaux. Voilà. Référence. Oui, référence justement à La Fontaine qui a écrit les animaux en rime. Donc, bon, pour celui-là, c'est vraiment autre chose que le premier. Pour celui-là, il y a des histoires, il y a des fables qui ont été vécues. Donc, j'ai été inspirée par des histoires vécues. D'accord. Par tout un chacun, par moi-même. Donc ça m'a vraiment inspirée. Et le crochet aussi m'inspire. Quand je réalise un marque-page au crochet, donc ça m'inspire et j'écris. Donc, bon, on va rappeler juste que le marque-page, c'était votre souci, c'était de garder et vous faisiez des tricots pour justement comme marque-page dans vos c'est poèmes. pour ne pas corner. Moi, au tout début, c'était pour ne pas corner. Les livres, oui, vous voilà, aimiez j'aime pas, pas quand on corne. Il fallait un marque-page et vous avez fait un tricot, ce qui est pas mal comme idée, idée novatrice. L'autre remarque, c'est que là, les titres de vos fables, voilà, il y a déjà Nemla l'aventurière, mais ça continue en français. En français. Je sais pas, le Naqida, voilà, je sais pas. Remarquez, Crédou le malin. Voilà, donc c'est pour attirer un peu plus le lecteur. Comme on parle en derja, donc j'ai fait les titres, en arabe dialectal et puis en français. Voilà, donc c'est pour attirer un peu plus le lecteur.
Très bien, pour, donc. pour qu'ils soient un peu plus curieux et Oui, commencent, voilà. ah, mais c'est vrai que ça attire hein, quand on a Voilà. Credo, c'est Voilà. bon, c'est un peu une référence aux chimpanzés, aux singes. Voilà, aux singes, oui. Nemla, c'est la C'est fourmi. La fourmi, oui. Au lieu de dire la fourmi, vous avez choisi Nemla. Nemla. Est-ce que ça passe mieux? Parce que déjà, alors qu'on voit Farkhattaous, Voilà, le l'orgueilleux. pan, oui. Voilà, le pan. Ça, c'est l'orgueilleux, ça part de l'orgueil. Et voilà, la sagesse de Soulahfet. Soulahfet, c'est la tortue. Voilà, je ne sais pas, non. Chez nous, on dit Soulahfet à Constantine. Je ne sais pas si dans les autres régions, ils disent Soulahfet. Bon, vous savez, ça dépend de la région. On Voilà, dit aussi Boufkaren. voilà. Hein. Oui, voilà. Fakroun. Donc Voilà, chacun, oui, chacun non, mais a- la tortue est appelée différemment, mais c'est le même animal. Voilà, oui, bien c'est- sûr. Alors, toutes ces histoires, est-ce que c'est des histoires, qu'on va dire, c'est des fables? Est-ce que c'est votre imagination, c'est votre imaginaire, ou est-ce que vous les avez entendues petites et vous avez réécrit ces... Non, je les c'est ai pas l'imaginaire. entendues. C'est l'imaginaire et comme je vous ai dit, ce sont des histoires vécues. Il y a quelques histoires dont enfin, j'ai écrit et j'ai vraiment vécu ces histoires. Et il y a des histoires que j'ai entendues et que, bon, On ça vous a m'a raconté, donné... oui. Voilà, on m'a raconté et que ça m'a inspiré. Donc, voilà. On ne va pas parler de la langue de vipère, non. Ah Il faut bon choisir autre chose. Pourtant, je comptais la dire, mais non. Parce que la langue de vipère, il y a beaucoup de langues qui ont été victimes. Il y a beaucoup de gens qui ont été victimes de la médisance. Donc, Bon, par exemple, on trouve aussi, mais des fois, bon, dans certaines de vos fables, le titre est complètement en langue française, de Corbeau Cupide. Voilà. Vous n'avez pas trouvé le surnom ou Bderja l'équivalent? non, ou c'est que c'est un choix? j'étais inspirée parce que le corbeau, en général, c'est un petit voleur de bijoux, c'est un petit voleur de petits objets. Donc, j'ai été attirée par le Et en plus, corbeau. c'est un oiseau de mauvais augure. Donc, Augure, voilà. Donc, mais bon, il n'y a pas que des, il y a pas que des histoires qui sont noires. On va dire qu'il y a des histoires, il y a des fables aussi qui quand même nous donnent de l'espoir. Voilà, il le faut, l'espoir. Voilà, vous savez, qui donne de l'espoir. Je crois que c'est le maître mot même de votre vie, l'espoir. C'est à chaque fois, parce qu'il y a un espoir, sinon on se réduit à ne rien faire. Oui, bien sûr. SOS Dauphin? SOS Dauphin, ça c'est C'est un l'entraide. cri. C'est l'entraide. Voilà. Ça part de l'entraide. Voilà. Bon, alors, si vous allez nous lire un passage, ça serait Moi, peut-être... ça serait... Moi, je préfère voilà, SOS Dauphin. donc, pour un message d'espoir, ça serait la patience de Boudjerlel. Par exemple, Voilà, ça c'est un Boudjerlel, message d'espoir. c'est l'escargot. hein, C'est pour l'escargot, voilà. voilà. Donc, si je peux vous le dire. Oui, bien sûr, avec plaisir. Voilà. Donc, c'est l'histoire de Boudjerlel, l'escargot, qui traîne sa peine au bord du ruisseau. Le voyant ainsi, son papa arrive aussitôt. « Qu'as-tu, mon petit, à courber le dos ? Je suis triste car je ressemble à un ver. Pourquoi tu dis ça? Tu n'es pas clair? Je ne ressemble ni à toi ni à ma mère. Je n'ai pas de coquille me protégeant l'hiver. Écoute, petit, tu n'es ni un ver ni une limace. Seulement, il va falloir t'armer d'une grande patience. Ceci est une leçon et retiens bien mes phrases, car dans la vie, on passe par beaucoup de phases. Tu sais, mon fils, la vie est ainsi faite. Parfois, tu rencontres des défaites, mais ne t'arrête pas sur tes échecs. Continue ta route sans baisser la tête. Chaque jour, fixe-toi de petites conquêtes. Tes décisions doivent être nettes. Je te donne des conseils très constructifs, afin que tu puisses atteindre la réussite. Ta coquille, tu se construira tout doucement. Sur ton chemin, tu trouveras des ossements, contenant du calcium en te nourrissant, grâce à ta langue pourvue de dents. Mais je marche si doucement avec un seul pied que cela va me prendre une éternité. Et puis toute cette nourriture, où vais-je la trouver? Tu la dénicheras dans les bois et les forêts. C'est ainsi que Boudjerlel a pris la patience et fit preuve d'une grande tolérance. Grâce à ses mouvements d'une régulière cadence, il bâtit sa coquille avec de riches substances. Ouais, Voilà. Donc, ça, c'est d'espoir. Hein, voilà. vous savez, Donc, alors, et ça, c'est une des fables, et il y en a 20. il y en a 20. Oui, il y en a 20 et à chaque fable, on en retire une moralité.
D'ailleurs, c'est le but des fables. Les fables, il y a une moralité à la fin. Il y a une moralité à la fin qui parfois tout le temps nous laisse à réfléchir. Alors, l'autre remarque que je pourrais faire aussi, c'est dans vos fables, c'est qu'il y a, la Sibérie, vous allez jusqu'en Russie pour raconter l'histoire d'ici, alors que partout. Nous avons, vous savez, nous avons les lions en Algérie, on avait des lions. Oui, non, ça c'était pour raconter. Non, c'est pour aller un peu partout dans le monde. Voilà, c'est ça. Moi, je raconte même au lac de. Où c'est qu'il y a les flamants roses, tout à fait, près de la frontière de la Russie. Voilà, je vais un peu partout. Vous voyagez, ça je l'ai compris, voilà, je et vais même dans les eaux glacées de vais... l'Arctique, en faisant pingouins et manchots. Oui, voilà. Je vous ai dit, ça c'est pour la comparaison entre deux personnes. Donc il ne faut jamais comparer deux personnes parce que chacun a sa personnalité. Mais moi je préfère Zina l'abeille. Oui, Zina, oui, ça parle de l'environnement. Voilà, qu'il faut protéger la protection de l'environnement. Donc ce n'est pas seulement une moralité à tirer d'une histoire, mais c'est aussi des messages. Oui, il y a beaucoup de messages à travers ce recueil de fables. Donc. Alors, sorti il y a à peine quelques... il y a un mois. Un mois. Il y a un mois. Il est encore frais, mais elle dit. La dernière fois que vous êtes venu ici, on parlait de romans et non pas de fables. Oui. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a détourné votre voix? Mon roman, parce que le prochain, Inch'Allah, ça sera l'autobiographie romancée. C'est que ça prend le roman, l'autobiographie, on s'investit plus. C'est-à-dire qu'on replonge dans nos souvenirs et... Vous ne voulez pas revenir en arrière? Les souvenirs sont aussi... Parfois sont difficiles à revivre. Donc c'est pour ça que j'ai pris un peu plus de temps. Mais Inch'Allah, il sera. Alors, il sortira, oui, bien sûr. C'est une promesse. Ah oui, bien sûr. Moi, je tiens toujours à mes promesses. Donc, c'est pour ça qu'il a pris un peu plus de temps. Mais il est en cours. Oui, il est en cours. Déjà, j'en ai écrit la moitié du premier tome. Comme ça va être en 2 tomes. J'ai écrit la moitié du premier tome. Donc, on replonge dans nos souvenirs. Et parfois, il y a des séquences qui sont un peu difficiles à revivre. Donc, je fais un temps d'arrêt. D'accord. Je passe à autre chose et puis je reviens sur le... Mais toujours avec cette conviction et cette ténacité qui est la vôtre de vous surpasser et de surpasser cet handicap qui est visible. Je l'ai toujours surpassé. Non, c'est ce qu'il faut faire parce que là, je lance un message aux personnes à mobilité réduite puisque demain, c'est la journée internationale. Donc, je leur dis, croyez en vos rêves et soyez fiers de ce que vous faites. Parce que c'est vraiment un surpassement de soi. Donc, et soyez fiers de vous, comme je suis fière de moi, sans être... Non, mais les larmes sont là pour accompagner... Vous savez, il y a les larmes de joie et les larmes de tristesse. Non, parce que quand on repense à tout ce qu'on... avec tout ce qu'on... revit, par tout ce qu'on est passé et tout, et quand on revient en arrière, mais on se dit... On a fait quand même un bon bout de chemin. Et ça c'est grâce à l'estime de soi-même. Oui. Ça, c'est la première chose. Et vous en parlez. Et j'en parle, voilà. Et j'en parle aussi, voilà. Donc, il faut être fier de ce qu'on est. Et nous, on est fiers de vous, Ben Ali Bouchra. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et en vous souhaitant une excellente journée. Et à tous ceux qui ont su dépasser leur handicap, leurs obstacles, parce que l'handicap, c'est plus... Je préfère parler d'obstacles. Oui, ce sont surtout des obstacles qu'il faut... sauter. Sauter, et je tiens à vous remercier. Je remercie mes parents qui ont été toujours là pour moi, mes sœurs, toute ma famille, et je remercie tous mes amis qui ont été là pour moi. Et merci à vous.
et on vous remercie. Merci. Bouchra Ben Ali, en réitérant cet appel à lire, hein, parce que Voilà. c'est bien de rêver encore, de lire des fables et surtout avec les personnages, les marque-pages qui sont au tricot et chaque fable avec un animal comme ça, on risque pas d'oublier là où on a arrêté de lire. Voilà. On arrive au terme. Merci beaucoup, Merci Bouchra Ben à Ali. On vous. vous souhaite bon courage, mais aussi on souhaite bonne fête à toutes les personnes qui sont à mobilité réduite, qui ont un handicap qu'ils ont su surpasser. Mais vous savez, vous êtes un message de courage et d'espoir pour ceux qui ont la possibilité de se déplacer sans aucune aide. Voilà, non, c'est le message que je veux passer, continuer à... Non, vous êtes déjà le message est bien perçu, c'est votre présence ici. Oui, j'ai toujours rêvé, de Voilà. toute façon, j'ai toujours rêvé d'être un exemple pour les autres. Alhamdoulilah, vous êtes un exemple. Voilà, merci beaucoup, Bouchra Ben Ali. Merci Je vais à vous. remercier, bien sûr, toute l'équipe qui m'a accompagné depuis tôt ce matin à partir du studio de la station régionale de Constantine. La réalisation a été assurée par Nabili Agoubi. Merci à toute l'équipe. J'espère vous retrouver mardi prochain, Inch'Allah, pour un autre bonjour d'Algérie. Sinon, bien, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Demain, vous retrouverez Imen Mahalokras à partir de Rouen. Puis voilà, mes salutations. Au revoir, à très bientôt, Inch'Allah.